Salut à toi, jeune entrepreneur. Pour une fois, pas de montage dynamique ou pseudo-dynamique, on va juste se poser, parler tranquillement. En l'occurrence, aujourd'hui, le sujet c'est la S1000 XR 2020. J'ai fait un peu plus de 1500 km à l'heure actuelle avec, donc mes premières impressions, ce à quoi je m'attendais, pourquoi est-ce que sur certains points je suis plutôt très déçu, pourquoi est-ce que je suis également très content sur d'autres points, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés, voilà. Une vidéo qui va changer un petit peu des tests de la S1000 XR 2020 que vous avez pu voir sur les autres chaînes moto, tout simplement parce que pour résumer les autres tests moto, ça se résume à ça va vite, c'est puissant et ça va vite, voilà. C'est-à-dire que sur tous les essais moto que j'ai vus, c'est les trois seules choses qu'on nous dit, et c'est cher, bien évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai décidé finalement de choisir cette S1000 XR 2020? Faut savoir que tout d'abord, donc avant j'avais mon permis, j'étais en permis A2 au mi-mois de mai 2020 et je roulais en Tiger 800 XRT qui était donc bridé avec le kit 35 kW en A2. C'était une super moto que j'ai appréciée et que je rachèterais un jour ou l'autre, mais ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir retourner sur cette moto, une moto magnifique et tout. Malheureusement pour elle, j'étais tombé en fait amoureux tout simplement du design de la S1000 XR 2020. Je l'ai adoré. L'ancienne XR, je l'aimais énormément. Ce côté asymétrique et tout me plaisait beaucoup. Et même s'il a fait sa disparition sur le modèle 2020, je l'aime tout autant. Ça me fait vraiment plaisir de l'avoir. Donc c'était principalement une question de design. Tout ce qui est question de puissance, je m'en fous. Dans le sens où les deux, c'est des motos qui te permettent aller très vite si l'envie t'en prend. Donc c'est vraiment pas une histoire de puissance. Alors au moment où j'ai signé pour la S1000 XR 2020, je sais qu'ils avaient déjà aussi annoncé la F900 XR. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, tout simplement parce que l'avant était plus petit, moins agressif. J'aimais vraiment bien ce côté agressif de la S1000 XR 2020, qui est vraiment au rendez-vous pour le coup, et encore plus en vrai que sur les photos. Donc mon choix s'est principalement porté d'un côté esthétique. Derrière, que ce soit un moteur de 1000, qu'il y ait eu moins, plus, etc. C'était le cadet de mes soucis, on va dire. On va également un petit peu discuter de qu'est-ce que j'ai mis sur cette moto. Donc BMW propose d'entrée 3 packs. Un premier pack carbone à 2000 balles qui ne m'intéressait pas spécialement. Il ajoute des éléments qui sont certes sympathiques dans les carénages de la moto en carbone. Malheureusement pour moi c'était 2000 francs qui n'avaient pas d'intérêt. Il y avait un pack dynamique donc, qui contenait un keyless ride, un régulateur de vitesse qui pour moi est indispensable, un shifter pro qui pour moi sur une moto de cette catégorie est indispensable, les suspensions dynamiques pro et les poignées chauffantes qui sont également indispensables pour un trail. Et puis le deuxième pack que j'ai pris, c'est le pack tourisme qui comprenait la béquille centrale qui est cool pour pouvoir graisser sa chaîne, les protège-mains qui sont cool parce que sinon les poignées chauffantes n'arrivent pas à faire le taf toutes seules, une préparation GPS que je n'ai pas montée, et un porte-bagages qui s'avère fort utile si on achète en top case chez BMW, bien évidemment. Côté options supplémentaires que j'ai pu prendre, il y a tout d'abord l'éclairage de jour qui vient en fait avec une espèce de pack éclairage qui n'est pas vraiment un pack, mais qui comprend les phares adaptatifs et les phares pro, c'est-à-dire qu'ils changent automatiquement entre mode jour et mode nuit, enfin feu de croisement ou feu de jour. J'ai pris le contrôle de la pression des pneus, donc le RDC, qui m'indique la pression des pneus en permanence et peut m'alerter s'ils sont trop faibles, trop gonflés, etc. J'ai pris également les phares anti-brouillard qui coûtent cher mais qui sont très sympathiques, surtout de nuit ou en cas de brouillard bien évidemment. Et j'ai également pris le Emergency Call qui me permet d'appeler les secours si je me pète la gueule en pleine nuit. Voilà, et même en plein jour, peu importe, si je me pète la gueule tout seul, et ben les secours seront avertis.
En plus de ces options-là qui sont donc disponibles uniquement sur le configurateur, il y a des options qui sont disponibles que si on se rend en concession ou alors via le catalogue des accessoires. J'ai rajouté une protection de grille de radiateur qui ne m'a pas coûté cher du tout. Une pièce en carbone au niveau de l'allumage de la clé, donc qui est vraiment très sympathique. Puis j'ai également pris un top case, mais on y reviendra après. Donc ça c'est pour la configuration de ma moto. Pour un total de, on a passé les 22 000 balles, là on va s'arrêter de compter. Alors commençons par les mauvaises nouvelles, donc on va dire les points négatifs de cette moto. Le premier point, je dirais que c'est l'intégration des accessoires. Ça peut paraître bizarre, au moment où je me suis rendu sur place pour acheter la BMW, le vendeur avait beaucoup insisté sur le fait que BMW intégrait à la perfection tous ses accessoires, que tout était parfaitement homogène. Et non, en fait, tout simplement parce que je prends l'exemple du top case. Le top case coûte quasiment 600 francs avec le montage. Il coûte quasiment 600 francs et il n'est pas disponible dans la couleur de la moto. Voilà, pour moi c'est un premier point qui montre que la S1000XR c'est une moto bâclée. Elle n'est pas disponible, le top case n'est pas disponible dans la couleur de la moto, donc pour ma part il est blanc, pas gris comme la moto. Les valises latérales ne sont également pas disponibles en gris couleur moto, on sera obligé de les prendre en blanc. Donc on se retrouve avec des accessoires de bagagerie qui dépassent quasiment les 2000 balles si on les prend tous les trois. On se retrouve avec des accessoires de bagagerie qui ne sont pas la bonne couleur parce que BMW n'a pas eu le temps de les développer ou n'a pas l'envie ou ne veut pas investir dans ce développement-là pour qu'il soit adéquat avec la couleur de la moto. Si vous prenez la S1000XR couleur rouge, il n'y a pas de souci, vous allez trouver de la bagagerie de votre couleur. En revanche, si vous avez pris la S1000XR comme moi en version grise, parce que vous en foutiez de la couleur, vu que de toute façon vous allez mettre soit un kit déco, soit un covering par la suite, et ben vous allez être surpris au niveau de la bagagerie qui ne sera pas de la même couleur que votre moto, ce qui est dommage au prix où vous avez déjà payé tout le reste. En dehors donc de ces problèmes d'intégration, je me retrouve avec un écran TFT qui est légèrement buggé. Alors on va me le changer sous garantie. Certes, ça fait passer 2 semaines que j'attends, mais voilà, j'ai eu plusieurs bugs avec cet écran TFT. Le premier étant que le Bluetooth ne fonctionne pas correctement, tout est saccadé, que ce soit avec un intercom Sena ou avec un intercom des casques BMW officiels. Le second problème étant que plusieurs fois, pendant que je roulais avec la moto, mon écran s'éteignait et redémarrait en fait. Plusieurs fois, je dis plusieurs fois, il s'agissait de 2 fois. On a bien évidemment reflashé le petit logiciel qui tourne à l'intérieur. Je dis bien petit, je pense que c'est une énorme usine à gaz. On y reviendra après. En ce qui concerne cet écran TFT, ça m'est arrivé 2 fois également que l'affichage se bloque, c'est-à-dire qu'il ne se mette pas à jour, et que je doive m'arrêter et redémarrer la moto. Les 2 fois où c'est arrivé, j'étais en mode affichage sport et pas dans l'affichage classique. Ceci dit, ce n'est pas normal. Pour en revenir à cette histoire d'usine à gaz, on se retrouve avec des bugs plutôt bizarres. Par exemple, il m'est impossible de mettre le tempomate à 84 km/h. C'est une blague ou quoi? Je peux pas le mettre à 84, 82, 83, 85, 86, 87, il n'y a pas de souci. 86, 85, 83. C'est pas grave, vous me direz. Mais c'est clair que je me pose la question sur les tests d'intégration qui sont effectués sur cette moto pour avoir ce genre de bug. Autre point que je trouve légèrement dommage, c'est la qualité de fabrication de certaines pièces. Je m'explique. Sur ma XR, j'ai exactement les mêmes rétroviseurs qu'une 1250 GS. Mais j'ai exactement les mêmes rétroviseurs qu'une G310R. Vous ne voyez pas le problème? Le problème, c'est que l'une de ces 3 motos est une moto qui est en dessous de la barre des 6000 francs. Le vrai problème, c'est pas le fait qu'on ait les mêmes rétroviseurs qu'une moto bas de gamme. Le vrai problème, c'est que ces rétroviseurs soient à la hauteur de la moto bas de gamme. Il s'agit de rétroviseurs en plastique dégueulasses. Ils sont ni beaux, ni esthétiques, ni visibles. Et c'est très dommage qu'on se retrouve avec ça sur une moto à passer la barre des 20K.
Pour ma part, j'aurais aimé avoir des rétroviseurs en aluminium comme j'avais sur ma Tiger. Ils étaient extrêmement design, ils étaient même très performants en termes de... Ils faisaient leur taf, quoi, nom de Dieu. Ils étaient bien, je voyais dedans ce qui se passait avec cette moto, je vois à la limite mon coude, éventuellement un bout du ciel, je n'arrive jamais à les régler correctement, et ils tremblent, voilà. Donc les rétros, c'est volontiers à améliorer les gars. Autre pièce où on pourrait faire un effort sur la qualité de fabrication, il s'agit des Komodo. Après avoir discuté avec un des vendeurs, il m'a expliqué que BMW a eu pendant de longues années des soucis de Komodo. Dorénavant, c'est plus le cas, ils ont réussi à régler ça. Malheureusement, les Komodo ne sont pas rétroéclairés. Pour ceux qui ont une moto avec 3 Komodo, un pour le klaxon, un pour les phares et puis un pour les clignotants, il n'y a pas de souci. Lorsque tu commences à avoir beaucoup de Komodo, notamment les poignées, la gestion des phares, la gestion des suspensions, les modes de conduite et j'en passe, ça devient infâme de s'y retrouver pendant la nuit. Là, comme vous pouvez voir à l'extrait, j'arrive pas, on voit rien, on voit strictement rien. Sur la Tiger, je savais sur quel bouton j'appuyais, sur qu'est-ce que j'actionnais, c'était beaucoup mieux. Les rétroéclairés, s'il vous plaît, c'est pas compliqué, ça serait un petit plus et ça serait un petit plus qui ferait beaucoup. Un autre point que je trouve très dommage, c'est la non-exploitation de l'écran TFT. Il est très beau cet écran TFT, vous avez beaucoup d'informations sur la moto, sur le trajet, etc. Malheureusement, on ne l'exploite pas à fond. Vous voyez de nos jours, les écrans cockpit des voitures sont devenus digitaux et donc du coup permettent d'avoir le GPS affiché à la place de la vitesse, permettent différents styles, etc. Du côté de chez BMW, on se retrouve avec un seul style de conduite. Je juge que le style sport n'est pas un style à part puisqu'il faut aller dans un sous-menu pour aller les chercher. De même, il nous est impossible, par exemple, d'afficher autre chose que des flèches pour la navigation, ce qui est encore une fois très dommage quand on voit le travail qu'ils ont fourni à faire cette magnifique dalle de très bonne résolution. Vraiment, elle est très très belle. C'est tout simple, j'ai l'explication et c'est ça qui me fait pas plaisir, c'est que ce n'est pas un souci technologique, ce n'est pas la technologie qui nous empêche de le faire, c'est plutôt des questions de marketing. Si dorénavant on pouvait afficher la map sur l'écran TFT, qui achèterait encore le Navigation 4 de BMW? Plus personne dépenserait les 500 balles ou je ne sais plus combien il coûte dans ce GPS. Moi, personnellement, j'utilise mon téléphone, mais il y a beaucoup de monde qui vit, je ne dirais pas vit au passé, mais qui s'est habitué à cette technologie et qui préfère avoir la map affichée sur un GPS. Et du coup, bah, de leur côté, ça leur fait une vente en plus. Alors que là, s'ils intègrent la map dans l'écran TFT, certes, ça serait 200 fois plus pratique, 200 fois plus beau. Malheureusement, ça les empêcherait de vendre un accessoire à 500 balles qui en plus de cet accessoire à 500 balles, revient le support de GPS qui leur permet de créer le pack Touring. Ça fait beaucoup trop de pertes à côté. Pour moi, je pense que technologiquement, BMW a largement les moyens et les clés en main d'afficher le GPS de façon jolie et pas juste des satanées flèches sur l'écran TFT, mais il ne l'utilise pas parce qu'il veut continuer de vendre, je suis désolé du terme, sa merde de GPS qui marche très bien. Son GPS marche très très bien. J'ai pu voir des vidéos et tout, c'est top. Mais moi, en tant que jeune con, j'aimerais bien avoir le GPS sur mon écran de moto et pas devoir encore acheter un GPS à côté. Sachant qu'il pourrait très bien utiliser en parallèle, comme il le fait déjà, l'application BMW pour afficher, pour transférer les données de la map. Passons désormais au point positif. En premier point positif que j'ai retenu, c'est un point au niveau de la sécurité. Cette moto est vraiment, je me sens vraiment très safe à chaque fois que je monte à son bord. La gestion électronique de la moto, donc principalement les aides à la conduite, elle est au top. Les quelques bugs que je vous ai cités auparavant concernent des détails, des gadgets, et jusque-là, j'ai jamais eu de soucis au niveau des aides électroniques à la conduite. En termes d'aide, il y a l'assistant de départ en côte qui est vraiment très sympathique, pas indispensable, mais vraiment très sympathique, surtout en ville. Et moi qui vais travailler souvent à Lausanne c'est une ville qui est en pente, c'est quelque chose qui est très plaisant. Ça m'aide pas spécialement
à partir en côte, dans le sens où c'est pas un truc que j'avais de la peine à faire, mais il m'évite de tenir le frein au feu rouge, et ça me fait très plaisir. Voilà, c'est ce genre de détail-là. En termes de conduite performance, l'ABS est très très bon. L'ABS est géré avec l'inclinaison de la moto. Il se déclenche de façon parfaite. J'ai jamais eu l'impression, en tout cas en mode pluie, que la roue ait eu le temps de déraper. Il se déclenche un petit peu avant et m'empêche de faire déraper la roue arrière. Pareil pour le traction control, il est évidemment réglable sur plusieurs niveaux, mais dans des niveaux où on lui demande d'avoir une stabilité optimale, il va très bien gérer son coup et ne pas laisser déraper la roue arrière. Pareil, lorsqu'on lui demande de la performance, il sait très bien laisser un petit peu déraper la roue arrière pour donner de la performance. Le fait qu'il soit non pas seulement géré par la rotation de la roue, mais également par l'inclinaison de la moto change énormément comparé à ma Tiger 800 de tout à l'heure, qui pourtant faisait énormément le taf également. Côté autre aide, il y a le frein couplé qui est vraiment super cool. Comme vous pouvez sûrement le voir en ce moment à l'écran, j'ai roulé comme un malade sous la pluie et la moto était parfaitement gérée. Alors certes, j'ai utilisé un petit peu de ses aides. Elle a plus d'une fois ajusté les suspensions à la façon dont je rentrais dans les virages, plus d'une fois ajusté les freins parce que je freinais trop de l'avant ou trop de l'arrière. Elle a fait beaucoup de choses, mais pourtant, voici le résultat. Je roulais comme un dingue alors que par terre, il y avait 10 mètres d'eau. Donc, côté sécurité, c'est une moto qui est au top. Il y a également l'anti-wheeling qu'on peut désactiver. C'est très personnalisable, c'est vraiment très très cool. Côté sécurité, il y a également les feux de nuit adaptatifs. Je m'explique. Lorsqu'on penche sur le côté, ils vont aller éclairer dans le virage. Ce n'est pas une première, ça existait déjà. La première fois que j'avais vu ça, c'était sur la Tiger 1200. Ensuite, je l'ai vu apparaître sur la Versys 6000. Et ben, dorénavant, BMW s'y est mis également avec la S1000 XR. Sur papier, ça avait l'air super cool. Dans l'immédiat, je m'attendais à mieux, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont exploité au maximum ce qu'ils pouvaient faire sans pour autant éblouir le type qui vient d'en face, qui n'a rien demandé à personne. Donc les phares vraiment de nuit, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo que je suis en train de vous passer dans le fond, mais ils font un boulot de malade. Vraiment, de nuit, c'est une sécurité en plus non négligeable. Dans le reste des points positifs, il y a l'application. L'application actuellement, vous pouvez voir que dessus je suis à 29% de carburant, 87 km d'autonomie. On peut voir les informations de la moto, c'est pas forcément très intéressant, quoique. Ce qui m'intéresse, c'est la partie trajet qui est vraiment super intéressante. On y retrouve facilement ces trajets avec ces photos. On peut voir quelles photos ont été prises à quel endroit. C'est super cool. On peut voir également le dénivelé, les endroits où les aides se sont activées. Comme vous pouvez le voir, j'ai roulé comme un dingue à cet endroit. On peut voir le degré d'inclinaison à tel ou tel moment, l'accélération. C'est une application qui est très complète. Et moi j'ai vraiment été bluffé. Ça me fait plaisir de pouvoir aller me dire, ah tiens, sur cet endroit-là, j'ai pris des photos là et là. Ah là, j'ai pris ces photos-là. Ici, j'ai pris d'autres photos, j'ai pris celle-ci. Ah, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir voir ça. Et du coup, on peut voir tous ces trajets qui sont sauvegardés. Et on peut remonter de la sorte et puis revoir d'autres trajets, revoir d'autres photos qu'on ait prises. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait très très plaisir d'avoir cette application-là.